Merci Jacqueline. Alors, je ne sais pas si tout le monde m'entend bien. Le micro, j'ai pas d'habitude. Ça va aller Jacqueline, ça va aller. Donc j'ai un topo de 15 minutes max, donc on va essayer d'aller à l'essentiel, sur en fait l'impact de la féminisation au sein de la Fédération française de football. Parce que depuis 2011, l'élection de Le Gret, en fait, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites pour les filles et pour le football féminin. Et entre autres avec cette Coupe du Monde, voilà, qu'on a la chance d'accueillir actuellement. Donc ça a été en effet un choix du président avec sa vice-présidente, Brigitte Henriques, pour prioriser vraiment sur la place aussi de la femme dans le football. Donc le président a mis des responsabilités aussi, des postes à responsabilité sur les femmes. Pour vous donner un exemple, en Allemagne, il y a 250 000 licenciés. En France, en 2011, il y en avait 51 000. 51 000 avec c'est tout, hein, dirigeants, arbitres, joueuses, etc. Donc ça, c'est pour remettre aussi un petit peu dans le contexte. En Suède aussi, c'est une constellation du foot féminin. La Suède, près de 300 000 licenciés. Donc ça met aussi un petit peu dans le contexte dans lequel on évolue. C'est pas toujours facile. Donc depuis 2011, on essaye d'avoir des objectifs assez réalisables. Il y a eu de gros objectifs qui me paraissaient moi être un peu énormes en même temps. Ils ont été atteints avec 100 000 licenciés en 2016. Et là, pour 2020, 200 000 licenciés qu'on souhaiterait avoir, ce qui est énorme. Parmi ces licenciés, donc, il y a 100 000 joueuses, 5 000 éducatrices, 40 000 dirigeantes et 1000 arbitres. Un gros travail de fait actuellement sur l'arbitrage féminin. Et il y en a besoin un petit peu aussi. J'ai été trop vite. Voilà. Ah. Je suis trop loin, peut-être, Jacqueline. Voilà, je suis un peu trop loin. Donc la candidature a été faite en 2014, donc ça nous a laissé 5 ans pour la préparer, pour avoir un des événements majeurs au niveau du sport féminin mondial, voilà, à l'instar un petit peu de la Coupe du Monde garçon, Coupe du Monde filles, les Jeux Olympiques, c'est des grands événements pour nous. Donc avec des objectifs différents, devenir la locomotive et la référente en termes de football féminin. En France, on voit, il y a un réel engouement. Sincèrement, on n'aurait peut-être pas pensé au départ, mais moi quand je vois, là je reviens du Parc des Princes hier, 45 000 spectateurs, juste pour les filles, c'est énorme, avec une ambiance de dingue. France-États-Unis, c'est top quoi, l'affiche est top, et le spectacle est aussi de qualité, et vraiment un engouement incroyable autour de ça, vraiment, vraiment. Et devenir une nation de référence du football féminin. C'est là où on a encore, je pense, une étape à franchir, parce que voilà, on n'arrive pas à franchir les quarts de finale hier. En jeune, ça fonctionne plutôt bien, U19, U20, U17, ça fait un moment qu'on n'est pas qualifié non plus pour les phases finales, ou les Coupes du Monde, non. Il faut qu'on continue à travailler. Comme d'autres nations travaillent, je pense qu'il n'y a plus vraiment de petites nations, parce que même les U17, le Portugal, on perd contre le Portugal, qui est une toute petite nation, mais je pense qu'on a des bonnes bases, il ne faut pas tout remettre en cause, on a des bonnes bases de travail. On a une vraie identité culturelle, une vraie identité footballistique française, mais maintenant je pense aussi qu'il faut un peu plus s'éveiller à ce qui se fait ailleurs. Et surtout, je pense que Jacqueline vous en parlera. Moi, à la base, j'étais plutôt une joueuse technique. On dit qu'on fait un transfert entre ce qu'on était en tant que joueuse et ce qu'on demande en tant qu'entraîneur. Alors c'est vrai qu'au départ, je demandais des joueuses techniciennes. Voilà, du beau jeu, quoi, comme on dit souvent. Mais le haut niveau, c'est pas ça. En tout cas, c'est pas que ça. La technique, pour moi, maintenant, c'est un plus. C'est-à-dire qu'elle va mettre en valeur vraiment votre équipe. Mais on le voit hier soir, sans l'aspect athlétique, au plus haut niveau, on est foutu. Et c'est vrai qu'on est un peu trop resté peut-être, à mon sens, même moi en pôle, en étant directrice de pôle, peut-être un petit peu plus, Louise vous en parlera peut-être tout à l'heure, mais peut-être un peu sur cet accent-là, sur la technique. On a le ballon, jeu en possession contre les Américaines hier, elles n'en ont pas besoin. Il faut être efficace, les zones de vérité. Efficacité, puis ça fait gagner le match. Donc voilà, il faut peut-être qu'on revoie un petit peu ça. Les Espagnols ont failli venir à bout des Américaines. Mais les Espagnols travaillent bien aussi. Il n'y a plus de nation qui ne travaille pas. Donc voilà, notre ambition, c'était en effet d'avoir une vraie fête populaire, ce qui est le cas. Vraiment, moi je vois les gens venir en famille, c'est une ambiance très sympa, très festive. Ça a laissé un héritage aussi fort pour le sport féminin. Donc là, dans toutes les villes hautes ou pas, il y a eu beaucoup d'actions menées pour le sport féminin, pour la pratique par les jeunes filles, etc. Dans les quartiers, il y a eu beaucoup de choses de faites.
L'excellence organisationnelle, mais ça c'est un peu aussi notre marque de fabrique en France, on sait organiser les grands événements, c'est pour ça qu'on nous donne aussi tant d'événements à avoir sur notre sol, donc je pense que là-dessus c'est le cas, même s'il y a eu des petits, il y a eu beaucoup de déplacements sur cette Coupe du Monde pour certaines équipes, mais apparemment ça a été quand même assez bien vécu. Et puis après, être performant, c'est aussi le cœur du métier, c'est être performant. Si on n'est pas performant sur le terrain, après c'est plus difficile de faire passer des messages ou de demander en retour. Donc enjeu, ça j'en ai déjà plus ou moins parlé avec Héritage 2019, une grande politique sur ce qu'on va garder après la Coupe du Monde, parce que la Coupe du Monde c'est une chose, mais il ne faut pas que ce soit l'arbre qui cache la forêt. En gros c'est un peu ça. Donc qu'est-ce qu'on va garder dans nos territoires pour aider à la pratique des féminines? Donc il y a eu des terrains qui ont été faits pour les féminines, il y a eu beaucoup de pubs, les joueuses ont été mobilisées, les élus ont été très mobilisés également. Donc c'est vrai que ça a permis de faire que tous les territoires soient touchés, même s'il n'y avait que 9 villes hautes. Tous les territoires ont été touchés. Et on a eu la chance l'année dernière de pouvoir accueillir la Coupe du Monde des plus jeunes en Bretagne. Donc 4 axes prioritaires qu'on va redire. Je vais trop vite, Jacqueline, tu vois. Incroyable. Ça a toujours été vite. Non, pas toujours. Moi, je suis pas rapide, moi. C'est pas ma qualité première. Donc, accueillir, fidéliser les licenciés, parce qu'on se dit qu'après cette Coupe du Monde, il y aura certainement beaucoup de jeunes filles à venir dans les clubs, mais qui pour les accueillir? Où les accueillir? Comment les accueillir? Ça, c'est aussi des gros axes de travail. Souvent, on manque d'infrastructures, donc il a fallu travailler là-dessus aussi en amont. Rayonner sur tout le territoire, parce que c'est vrai qu'il y a des régions qui sont fortes. La Bretagne, on a de la chance d'avoir une région assez forte en Bretagne en ce qui concerne la pratique féminine, avec des clubs au niveau national, Guingamp qui nous représente au niveau de la D1 féminine, mais beaucoup de clubs en D2, des clubs qui travaillent bien. Donc c'est vrai qu'on est assez bien représentés, et assez bien représentés au sein de nos sélections aussi féminines. Voilà, on a des fers de lance quand même, donc ça veut dire qu'on travaille quand même assez bien. Devenir la référence de l'élite mondiale, donc là d'être toujours, il nous reste cette petite étape. J'espère qu'on y arrivera. Ça va passer de génération, j'espère vraiment qu'on y arrivera, parce que dans les générations à venir, on a de bonnes joueuses. On a des joueuses de talent, mais il faut qu'on les accompagne le mieux possible pour aller vers ces exigences-là. Et permettre aux femmes d'accéder aux postes à responsabilité, un président, Noël Le Gret, une vice-présidente, Richel Henriquez, une secrétaire générale, Laura Georges. Voilà, on a quand même Florence Ardouin, directrice générale de la fédération. On a Fred Jossinet, directrice du football féminin. Ça fait beaucoup de directeurs et directrices, hein. Mais en même temps, beaucoup de femmes. Donc des postes à responsabilité, on les a. Ça permet un peu plus de mixité, mais je pense qu'il faut parler surtout en termes de compétences plutôt qu'en termes de... Voilà, la mixité, c'est les femmes, c'est les hommes, et je pense qu'il faut un peu plus quelquefois parler de compétences. Objectif à atteindre en 2020, donc là c'est par rapport à justement l'héritage 2019. On est à 200 000 licenciés, on est à 121 000 pratiquantes, ce qui est déjà énorme, voilà, par rapport à ce qu'on était avant. Rappelez-vous, en 2011, on était à 50 000 licenciés. On va avoir en effet plus de clubs, avoir au moins une licenciée dans son effectif. Donc là, avec la licence club qui est mise en place au niveau de la fédération, ça devrait être facilité. On a au moins 4000 clubs avec une équipe féminine, ce qui est énorme. 1500 écoles de foot féminin, ça me parle peut-être un peu plus, même si je fais du haut niveau, j'essaie de former les joueuses du mieux possible pour le haut niveau. J'ai ces repères-là, je n'oublie pas la base. Ça c'est important, même si on va là-haut, le plus important c'est la base, c'est les écoles de foot au féminin. Et ça c'est ce qui fera pérenniser la pratique féminine. Et des fois la pyramide on la met un petit peu à l'envers. Et je pense qu'il faut vraiment pérenniser les structures, pérenniser les joueuses, avant de penser vraiment trop à vouloir faire de l'élite tout de suite. Même si on colle un peu cette étiquette-là, mais c'est pas le cas. Quand on le connaît, c'est pas le cas. Donc 100 femmes dirigeantes accompagnées par la fédération, donc ça a été mis en place aussi par la Fédé, on les a rassemblées. Les arbitres féminines, on attend 1500 arbitres féminines, donc là c'est un gros axe de travail. On le voit sur les compétitions, avec la VAR, ça a été un petit peu décrié, on le discute. C'est mis en place sur une Coupe du Monde, à voir, peut-être que j'aurais fait un autre moment, mais peu importe, ça n'appartient qu'à moi. Vous allez voir, moi je dis ce que je pense. Hein. Voilà. En même temps, les arbitres, je pense qu'elles ont besoin aussi d'avoir plus de repères, d'être un peu plus professionnalisées, parce que là, il y a souvent un écart entre le niveau des joueuses actuelles, vraiment quand on prend les lyonnaises et les parisiennes, gros niveau, elles s'entraînent tous les jours, elles sont professionnelles, et le niveau un petit peu des arbitres, où là, malgré Stéphanie Frappard, qui est vraiment une fer de lance et qui fait ses preuves même en Ligue 1 chez les garçons, c'est un peu plus de mal, de difficulté à venir.
Et après, en effet, les éducatrices, animatrices, on en a besoin, même pour encadrer les garçons. Enfin voilà, c'est aussi la mixité. Je me rapproche. Je fais des siennes. Hein. Non, mais sinon, tu sais, j'aurais dit voilà. Donc, plusieurs axes de promotion. Journée du football, la semaine du football féminin pendant une semaine. Journée nationale des débutants, rentrée du foot. Ça, c'est des actions que la fédération met en œuvre. Voilà, pour essayer d'accueillir les jeunes filles ou de fidéliser et de donner envie aux jeunes filles de pratiquer. Avec après le rassemblement aussi des internationales. Voilà, une fois par an, c'est réuni une bonne centaine sur un match, là c'était à Nice pour France-Norvège, c'était ça. Voilà, puis après promotion près d'encadrement avec des actions vraiment particulières sur en effet la place de la femme. Mesdames, franchissez la barrière, ça c'est une action qui fonctionne assez bien. Les bénévoles du mois, j'en ai des bénévoles, donc là de plus en plus de femmes viennent quand même dans les clubs. Le budget, donc c'est énorme, hein, on est une fédération riche quand même, on ne va pas s'en cacher. 15 millions d'euros en effet de budget, développement 5 millions 4, 9 millions pour les infrastructures, ce que je vous disais, et la formation 600 000 euros. Voilà, et puis après avec la FIFA, comme il y a des aides sur l'accompagnement quand on organise une compétition jeune, etc. La FIFA subventionne aussi ce genre de compétition, d'organisation. Donc c'est quand même un budget qui est très conséquent pour la féminisation du football. Donc on redit, la structuration des clubs, accueillir les jeunes filles, pérenniser leur pratique, l'investissement dans les infrastructures, donc ça a été fait, vraiment on voit de nouveaux terrains, des vestiaires pour pouvoir accueillir et le développement de la politique de formation avec des formations qui sont, si les jeunes filles, les anciennes joueuses veulent se former, elles peuvent le faire et c'est gratuit. Voilà, donc c'est toujours ça de prix. Ah, et je pense que c'est la dernière. Voilà, c'est un petit peu la phrase pour cette Coupe du Monde. Voilà, on va continuer à travailler, parce qu'on en a vu hier qu'il y avait encore du travail, mais je pense qu'il y a un gros axe de travail vraiment au niveau de la fédération, de féminiser. Mais comme l'a dit la vice-présidente, la féminisation, c'est pas que les femmes, c'est les hommes, les femmes, c'est la mixité, c'est comme ça qu'on deviendra aussi meilleur. Et voilà, pas se tromper d'objectifs non plus. Et puis être encore plus performante, exigeante sur nos joueuses à fort potentiel, pour pouvoir les accompagner et puis leur donner l'expérience pour après qu'on puisse enseigner à franchir ces étapes qu'on a quelquefois un petit peu de mal à passer. Voilà. J'ai été concise, hein.